Le western, sous toutes ses formes, est l'un des genres les plus emblématiques du cinéma. Depuis ses débuts dans le cinéma muet jusqu'à sa montée en popularité dans les années 40 et 50, comme tout genre, il a évolué au fil du temps, s'adaptant aux changements culturels et aux influences cinématographiques. Ce dont je parle aujourd'hui, cependant, c'est ce qui lie tous ces films entre eux. L'iconographie. Le terme trouve son origine durant la Renaissance, mais les icônes sont partout et se sont révélées être un outil essentiel pour analyser et identifier le genre cinématographique. Essentiellement, une icône est un symbole qui peut être reconnu dans une œuvre d'art. Dans ce cas très précis, filmer une icône peut prendre n'importe quelle signification selon la manière dont elle est utilisée. Et cela en devient une symbolique en raison de son utilisation répandue. Dans le film de genre, cela peut être un objet, un archétype de personnage, un trait de style, voire une star. Si vous pensez à un western, vous pensez immédiatement au chapeau de cow-boy, aux chevaux, aux chariots et aux pistolets. Vous pensez peut-être à Monument Valley, une ville isolée à la frontière mexicaine avec un flingueur seul dans un saloon, ou un homme de loi qui se bat pour la justice. Vous pensez à John Wayne, ou peut-être pensez-vous à un certain Clint Eastwood. Mais nous y reviendrons. Le western hollywoodien est ancré dans l'histoire américaine, mais en est une version plutôt idéalisée, à quelques exceptions près. Jusque dans les années 50, les traits iconographiques des westerns répondent aux mêmes objectifs. Le héros suit un code moral et se bat aux côtés de la justice, défendant généralement une ville ou une ferme. La production et la conception des costumes représentent une société en pleine croissance. Une église symbolise un lieu de communauté et de civilisation. Les héros sont bons et justes, et les méchants sont facilement identifiables. Ce fut la norme jusque dans les années 60 que le genre commença à perdre en popularité et à prendre une tournure plus sombre. C'est ici que nous rencontrons un gentleman italien du nom de Sergio Leone. Étudiant du mouvement néo-réaliste, Leone a passé une grande partie des années 50 à travailler comme assistant sur un certain nombre d'épopées tournées dans les studios de Cinecittà à Rome. En 1964, lorsqu'il réalisa pour une poignée de dollars, il popularisa ce que nous appelons aujourd'hui le western spaghetti et changea le genre pour toujours. Contrairement à la croyance des critiques américaines de l'époque, Leone connaissait extrêmement bien l'Ouest américain et avait beaucoup de choses à raconter. Les films de Leone sont un rejet direct des classiques du cinéma hollywoodien, sur le plan narratif et stylistique. Sa vision de l'Ouest est bien plus pessimiste. Bien qu'ils se déroulent aux États-Unis, ils sont profondément enracinés dans la culture européenne. L'Italie, elle, est encore blessée par la Seconde Guerre mondiale. Leone a vu des empires brûler et sait à quel point l'humanité peut être cruelle. Une poignée de dollars et ses films ultérieurs visent à mythifier l'Ouest américain, en prenant les icônes que nous connaissons et en les salissant pour montrer une version plus sombre et plus cruelle de l'Ouest. Les villes sont crades et déprimantes, et Leone a personnellement taché tous les costumes pour les rendre sales et donner l'impression qu'ils vivent dans ce décor de ville sans loi près de la frontière mexicaine. Une poignée de dollars se concentre sur deux gangs rivaux, mais au lieu de conter une histoire du bien contre le mal, il s'agit ici du mal contre le mal. Personne ne se bat avec honneur, et la violence est excessive. Elle n'est pas utilisée comme une solution à un conflit, mais simplement comme un moyen d'arriver à une fin pour les personnages. La potence, l'icône de l'Ouest aux 1000 significations, se profile à l'entrée de la ville, comme annonciatrice de toutes les morts qui vont suivre. Cela nous amène à notre héros, ou devrais-je dire notre anti-héros, le pistolero, l'homme sans nom. Il ne se bat pas pour protéger la veuve et l'orphelin ou sauver le paysage, il le parcourt simplement à la recherche de rien d'autre que de l'argent. Il partage un peu la nature mélancolique du flingueur hollywoodien, mais il est espiègle dans ses ruses et semble parfois prendre du plaisir dans ses actes par moments. Il est le héros simplement parce qu'il est plus moral que tous les autres personnages qu'il rencontre. Il sauve finalement Marisol, mais seulement après avoir récupéré tout l'argent qu'il peut auprès des gangs respectifs de la ville. Une scène qui résume vraiment ce que Leone essaie de créer est la fusillade dans le cimetière. Le lieu est sombre et chaotique. Il n'y a pas de héros et de méchants définis, il n'y a aucun respect ni honneur impliqué. Ce sont simplement deux gangs qui ont été impliqués dans un combat contre les héros alors qu'ils fouinaient partout pour chercher de l'argent. Même pendant le massacre final, le héros se contente d'observer tout le carnage. L'imagerie religieuse et l'utilisation du cimetière sont réutilisées comme symbole de la mort et du faible coût de la vie humaine. Vous m'en mettrez 3 de côté. En réalité, toutes les icônes reconnaissables sont ici, mais elles se sont transformées en quelque chose de complètement différent. La mort et la quête de richesse sont deux éléments extrêmement présents dans l'ADN des films de Sergio Leone, qui mettent l'accent sur l'individualité plutôt que sur la responsabilité de chacun envers son pays. Dans sa déconstruction des icônes stylistiques et narratives du western classique, il a créé une nouvelle iconographie, un nouveau mythe. Ses flingueurs froids et louches, ses gros plans et zooms agressifs, sa violence exagérée, tous ont influencé le genre tout autant que les westerns hollywoodiens d'autrefois. C'est là le pouvoir de l'icône, en tant que fil conducteur qui peut être utilisé pour retracer l'évolution d'un genre à travers l'histoire. Leone a révolutionné le western avec ses films. Les westerns européens existaient bel et bien avant lui,
Mais c'est avec une poignée de dollars que le western spaghetti est réellement né et qu'il a créé le modèle des futurs films de ce style. Et bien sûr, Le Bon, la Brute et le Truand ont fait des vagues dans le genre et constituent probablement le western le plus emblématique de tous. Cependant, dans les années 60, lorsque ces films sortaient, de nombreux critiques américains y voyaient un problème. Pour eux, ils représentaient le véritable début d'une invasion italienne du genre américain. Comme jusqu'alors, les westerns italiens sont restés principalement en Italie et en Europe. Ces critiques américaines se sont concentrées sur la violence graphique et cynique de ces films, et sur le manque d'engagement envers un fort sens de la morale. Et ils considéraient ces aspects comme une menace pour leur genre auparavant entièrement américain. Cependant, le temps a évidemment été très clément pour les films de Leone, car il compte aujourd'hui parmi les meilleurs westerns de tous les temps, et domine le genre dans son ensemble. Peut-être que l'opposition initiale à leur rencontre les a en fait aidés à sortir du lot alors qu'ils allaient à l'encontre de leur statu quo. Mais quelle en était la conception de ces films? Sur quoi étaient-ils basés et qu'est-ce qui leur a permis de voir le jour? Comme je l'ai déjà dit, Leone n'était pas étranger au western. Il cherche à déconstruire le romantisme du vieux ouest américain. Dans Une poignée de dollars, en décrivant le protagoniste comme un anti-héros, le personnage d'Eastwood n'est pas un homme de bien. Bien qu'il libère Marisol, son objectif est simplement de gagner de l'argent, indépendamment des autres. Cela pourrait très bien être considéré comme une critique de l'idéologie américaine de la cupidité. En fin de compte, la seule chose que veulent à peu près tous les personnages de la trilogie du dollar de Leone, c'est bien de l'argent. Et ces anti-héros peuvent être vus dans presque tous les westerns de Leone. Le Bon dans Le Bon, la Brute et le Truand n'est pas vraiment bon, mais plutôt un tristement célèbre hors-la-loi. Le seul véritable bon protagoniste auquel je puisse penser, c'est l'harmonica d'Il était une fois dans l'Ouest. Mais là encore, il est associé au hors-la-loi Cheyenne. Cette satire peut également être vue dans l'usage excessif de la violence, nos personnages tuant tous ceux qui les regardent de travers. Alors évidemment, une partie du concept des films de Leone est bel et bien de faire une satire du western, en remplaçant le cow-boy héroïque, popularisé par John Wayne, par des anti-héros, moralement plus complexes, vus avec les personnages de Clint Eastwood. Cette satire, et le fait que Leone ne se prenne pas trop au sérieux, font que ces films se démarquent des autres. Il faut également noter qu'Une poignée de dollars est fortement influencée et constitue presque un remake direct de Yojimbo de Kurosawa. Les deux impliquent nos personnages centraux arrivant dans une ville avec deux gangs en compétition pour la suprématie. Il rejoint ensuite les deux gangs et les oppose l'un à l'autre. Kurosawa enverra même une lettre à Leone disant que son film est un très beau film, mais que c'est son film. Cette forte influence a conduit Leone à céder les droits asiatiques à Kurosawa, mais malgré cette influence, Une poignée de dollars a eu sa propre direction artistique et a vu le début de l'essor du western spaghetti à l'étranger. Ce qui rend les westerns de Leone si attrayants, c'est bien évidemment l'Ouest américain, battu par le soleil, les petites villes isolées de toute forme de société, évidemment l'anarchie grandissante dans ces films, qui en constitue un élément clé. Ces décors posent les bases de tous les éléments ultérieurs de ces films, et préparent le terrain pour les chasseurs de primes, les hors-la-loi, les bandits et tous les personnages communs. À travers ces films, on comprend que c'est un endroit difficile à vivre, tant en termes de climat que de population, avec un paysage aride et la menace constante des hors-la-loi. Je crois que cet ensemble n'est pas mieux dépeint que dans la scène d'Il était une fois dans l'Ouest, lorsque Frank et sa bande tuent la famille McBain. D'ailleurs, quoi de plus ingénieux que d'avoir choisi Henry Fonda pour jouer son grand méchant? À cette époque, Fonda était une icône représentant très souvent des personnages justes et moraux, comme dans 12 hommes en colère, brisant ainsi cette image pour surprendre le spectateur. La première moitié de cette scène a établi un élément physique dans le décor. Une ferme, tout ce qu'il y a de plus classique. Le spectateur pourrait même y vivre. La famille chasse et cultive pour subvenir à ses besoins. Les sons constants des grillons ajoutent un sentiment d'isolement au décor. Ces grillons s'arrêtent par intermittence, créant un inquiétant sentiment d'appréhension. Peut-être y a-t-il d'autres forces en jeu, et ils ne sont pas aussi seuls qu'ils le pensent. Bien sûr, ce sentiment d'appréhension atteint son paroxysme lorsque Frank et sa bande attaquent, massacrant toute la famille sans remords, tuant même l'enfant froidement à bout portant. Cela établit leur anarchie et montre comment les hors-la-loi peuvent profiter de cet isolement et que le climat n'est pas la seule menace. Il était une fois dans l'Ouest se concentre sur la civilisation naissante. L'Ouest est presque dompté et devient plus civilisé, avec de riches hommes d'affaires remplaçant les hors-la-loi et les flingueurs. Et cet argent, plutôt que la notoriété, est un nouveau symbole de pouvoir. Ce cadre d'isolement et d'anarchie est donc primordial pour ce qui rend les westerns de Leone si spéciaux, car ils sont la force motrice de l'intrigue et contribuent à établir une ambiance unique. Leone donne à chacun de ses films un plus grand sentiment d'identité,
un style similaire et distinct. Sa direction emblématique est sans aucun doute ce qui a fait de lui l'un des réalisateurs de western les plus acclamés. En parlant de direction artistique, qu'est-ce qui le caractérise plus que les autres? La première chose qui vous frappera lorsque vous regarderez un film de Leone, ce sont probablement ses musiques. La musique d'Ennio Morricone a établi le paysage sonore du western. Son travail sur Le Bon, la Brute et le Truand étant l'une des musiques de films les plus emblématiques de tous les temps. Il résume parfaitement l'esprit du western avec l'utilisation de sifflets et d'harmonica pour créer un sentiment d'isolement. Mais l'utilisation de trompettes et de chants ajoute également un élément de grandeur et d'intensité avec la confrontation finale à la fin du film. Cette musique culminante est au cœur des films de Leone, car elle est bien souvent composée avant ou parallèlement au scénario. Il jouait souvent la musique sur le plateau pour que les acteurs puissent jouer en rythme. Cet accent mis sur la musique est payant et remplace parfois presque le dialogue. De nombreuses scènes n'ont pas de discours et sont pourtant toujours très convaincantes. Cela nous amène à un autre aspect du style de Leone. Il utilise pour la plupart très peu de dialogue. Bien sûr, il y a des exceptions comme Tuco dans Le Bon, la Brute et le Truand, mais la plupart des personnages de Leone parlent très peu. Les personnages d'Eastwood ou bien l'homme à l'harmonica sont probablement le meilleur exemple de ce laconisme. Cela élève le mystère qui les entoure et les fait paraître plus intimidants et calculateurs. Comme je l'ai dit, d'autres aspects du style de Leone incluent son utilisation excessive de gros plans, s'ajoutant une fois de plus à l'intensité de la scène et contribue à donner plus de statut à ses personnages. En fin de compte, ces films ne sont que des contes de fées pour adultes. Honnêtement, je ne pense pas être suffisamment apte pour analyser complètement la direction artistique de Sergio Leone, mais ce qui est sûr, c'est qu'il peut décrire énormément sans dire grand-chose. Il ne se prend jamais trop au sérieux, mais parvient quand même à raconter son histoire et susciter l'émotion du public.